Question d'assaut. Le podcast par et pour les assos. L'assurance fait partie des sujets importants dans la vie des assos. Pour les assos que nous interviewons ici dans ce podcast, mais aussi dans vos assos, à vous qui nous écoutez. Quelle que soit la nature de votre association, sa taille, son objet, son objectif, qu'elle soit militante, sportive, religieuse ou autre, il y a fort à parier que vous ayez une assurance pour cette dernière. Et pourtant, savons-nous réellement ce que nous assurons au sein de nos associations et quels sont les enjeux de l'assurance dans le monde associatif ? Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 8e épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assos, en partenariat avec la Maïf. Pour parler de ce sujet, nous recevons une association sportive, la première à notre micro, qui a également une activité militante de promotion des droits lesbiens et trans, les Dégommeuses, aujourd'hui représentée par Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Nous sommes également accompagnés par Stéphane, juriste de la Maïf, qui nous éclairera sur les grands enjeux assurantiels des associations. Bonjour Stéphane. Bonjour Yael. Pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'être accompagné par Karl. Salut. Salut Karl. Cet épisode de Questions d'assaut est réalisé par Réa Simon de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'assaut sur votre plateforme de podcast préférée, sur Apple Music, Google Podcast, mais également Spotify, Deezer et SoundCloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site question-asso.com où vous retrouverez une version textuelle de ce podcast, même si on est un peu en retard sur la retranscription. Nous sommes très heureux en tout cas d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'assaut. Installez-vous confortablement, c'est parti. Et nous retrouvons Karl pour l'édito. Ouais, merci Yael. Effectivement, aujourd'hui, on va parler assurance. Comme tu viens de le dire, l'assurance, c'est probablement l'un des sujets les plus communs à toutes les assos. À la question que tu posais en introduction, savons-nous réellement ce que nous assurons au sein de nos associations ? Eh bien moi, je répondrais très personnellement par un simple non. Ou en tout cas pas vraiment. Question bête par exemple, mais quand mon association organise un événement, si une table tombe sur un participant, est-ce que c'est notre assurance qui prend en charge les dommages ou alors est-ce que c'est celle du lieu ? J'avoue que moi je ne sais pas exactement, on posera peut-être la question tout à l'heure à Stéphane. Parce que pour être tout à fait honnête, le monde assurantiel il est quand même particulièrement complexe, ou plutôt il est souple au sens où il cherche à s'adapter aux situations de vie et aux actions de ses assurés. Si la mission de votre association, c'est d'assurer l'inclusion sociale de personnes en situation d'exclusion, par exemple en les conduisant dans des lieux de sociabilité ou de travail, et bien évidemment, votre couverture assurantielle elle va être très différente d'une association qui organise des activités sportives ou d'une association qui accueille du public dans ses locaux. Alors en préparant cet épisode, on a identifié 3 sujets majeurs à aborder aujourd'hui et qui sont un peu au cœur des problématiques assurantielles dans la vie des associations. En premier lieu, il y a cette simple question, quelle assurance est adaptée à votre situation ? Comme je le disais, en fonction de vos missions, ces assurances vont évoluer, de la responsabilité civile à la responsabilité des dirigeants, en passant par celle des biens ou des locaux. Ça nous semblait important de dresser un petit peu un panorama de ce qui peut être ou doit être couvert. Je dis doit être couvert parce qu'il existe également des activités associatives qui ont l'obligation d'être assurées, comme les activités sportives. Et c'est pour ça donc qu'on reçoit aujourd'hui Cathy de l'association Les Dégommeuses, précisément une association qui inclut une part d'activités sportives. Seconde question. Comment adapter sa couverture assurantielle à l'évolution de la vie de son association ? Là encore, je reprends le cas de ma propre association. Nous avons souscrit une assurance responsabilité civile, donc lors de la création de notre association, et puis on s'en est plus occupé. Mais entre-temps, comme beaucoup d'associations, on a évolué dans nos missions comme dans notre organisation. Comment anticiper les besoins d'évolution de nos couvertures assurantielles ? On aura l'occasion de poser la question à Stéphane tout à l'heure. Et puis enfin, troisième question, comment l'assurance s'adapte-t-elle au caractère militant de nos associations ? Car une assurance ne peut couvrir qu'une activité légale et des fautes non intentionnelles. Je demanderai à Stéphane de valider ce point-là tout à l'heure parce que je l'ai écrit comme il me venait.
Or, nombre d'associations ont des activités militantes qui viennent challenger ce cadre légal et qui parfois le franchissent carrément. On peut citer cet exemple bien connu des mouvements homosexuels qui se sont formalisés notamment dans les années 1970, avec par exemple la Marche des Fiertés, alors même qu'il faut attendre les années 1980 pour voir l'homosexualité déclassifiée comme une maladie en France. Et donc pendant toute cette période, toute une partie de l'activité militante se situe alors en dehors du cadre légal ou alors plus ou moins en dehors du cadre légal. La question qui nous occupera donc aujourd'hui, c'est donc bien celle-là. Comment se gère la couverture assurantielle dans ce cadre légal ? Alors, voilà les questions qu'on vous propose aujourd'hui de traiter avec nos deux invités. Cathy, qui va nous expliquer justement le parcours associatif et assurantiel des dégommeuses, et Stéphane, avec qui on reviendra sur le cadre légal assurantiel. Donc Cathy, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comme on le disait, tu es donc membre des Dégommeuses, qui est une association sportive de foot, pour être précis, je ne me trompe pas. D'ailleurs, tu es la première représentante d'associations sportives qu'on reçoit à ce micro, comme l'a dit elle, et l'action de ton association ne s'arrête pas là, puisqu'il y a également une dimension militante, puisque vous défendez donc les droits lesbiens et trans. Alors, avant qu'on en arrive précisément à parler des enjeux assurantiels de ton association, on te propose donc de dresser la carte d'identité de l'association à travers les 3 questions qu'on pose à toutes les assos qui viennent ici à notre micro. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'activité des dégommeuses ? Qu'est-ce que vous faites ? Oui, alors merci de nous avoir invités d'abord. On est une association loi 1901 qui a été créée il y a 10 ans, on fête nos 10 ans cette année. Et d'ailleurs, cocher la date, c'est la semaine du 18 au 25 juin. Eh ben, bon anniversaire. Voilà. On est donc une association qui joue au foot, mais notre objectif, c'est de promouvoir, d'utiliser le football pour lutter contre toutes les discriminations, et en particulier, comme on se revendique comme étant essentiellement composé de personnes lesbiennes ou ou de personnes trans, on voudrait aussi lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie dans le sport. Peut-être pour préciser un petit peu, est-ce que vous êtes une asso dans un endroit précis, territorialisé, ou est-ce que c'est plus global ? Alors, on joue à Paris, dans le 20e, porte de Montreuil, au stade Louis Lumière. On n'a pas de local, donc, mais grosso modo, on traîne des gens sur Paris et la banlieue parisienne. Et donc ça veut dire que vous organisez des matchs de foot, et de l'autre côté, vous avez aussi une action plus militante de manifestation, etc. Voilà, donc on s'entraîne 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi. On participe à un petit championnat organisé par la Fédération française de sport en entreprise qui s'appelle le Critérium. Et puis par ailleurs, on organise soit des tournois, mais j'y reviendrai peut-être quand on parlera de l'assurance, parce que c'est ce qui nous a fait d'abord réfléchir à notre problématique d'assurance. Mais on organise aussi des rencontres avec les jeunes, notamment porte du 20e, avec les acteurs locaux pour sensibiliser les jeunes en faisant des tournois mixtes et intergénérationnels pour pouvoir toucher toutes les populations. On fait aussi des actions de plaidoyer quand on estime que, par exemple, une publicité pour la Coupe du Monde féminine avec des visuels qui ne nous semblent pas adaptés. On dit qu'on n'est pas affilié à la FFF, et donc on a notre parole, on parle. Et puis bien sûr, on participe à des manifestations, que ce soit autour du 8 mars, autour des questions trans au mois de novembre. Et là, comme j'ai pas pris de notes, je vais avoir oublié avec le stress, mais tout le monde... Pas de problème. Puis la marche des fiertés au mois de juin. Et peut-être préciser quand même qu'on est l'association sportive la moins chère de Paris, puisque c'est aussi un de nos enjeux. C'est-à-dire que notre objectif, c'est que rien ne puisse empêcher quelqu'une ou quelqu'un de venir faire du foot avec nous. Donc on a une cotisation à 20 €, sachant que si vous ne pouvez pas payer les 20 €, il y a une possibilité d'exonération, on s'arrange pour payer les équipements des personnes qui ne peuvent pas acheter une paire de crampons. Et surtout parce qu'il y a un autre enjeu, c'est qu'il faut pouvoir se déplacer pour pouvoir venir jouer au foot. Donc on paye aussi les passes Navigo des personnes qui le demandent, voilà. Sans avoir besoin de justifier, que ce soit ponctuellement une fois ou que ce soit tous les mois. Ce qui fait bien la transition donc avec la deuxième question qui est comment est-ce que vous êtes financé ? Quel ordre de grandeur de budget vous avez ? Alors, on tourne un budget autour de 30 à 40 000 € par an. Donc les cotisations sont assez dérisoires dans le budget. Grosso modo, c'est 2 000 €. On a quelques dons.
Alors cette année, c'est une année un peu particulière. Enfin non, les 2 dernières années, c'est des années particulières parce qu'on a fait appel à des fondations pour nous aider, parce qu'on a mis en place de la solidarité aussi pour le Covid, pour les personnes qui se sont retrouvées sans ressources, parce que j'ai oublié de dire on accueille aussi des personnes exilées qui donc se sont retrouvées sans aucun revenu pendant les périodes de Covid, et donc à notre mesure, on a essayé de les aider, de les aider durant ces périodes-là en versant les sommes qu'on pouvait. Donc c'était 200 €, 250 € par mois. Donc on a eu quand même des dons conséquents de la Fondation des femmes, de la Fondation de France et de ELC, c'est la conférence lesbienne européenne, et puis des dons des particuliers, des membres des dégommeuses pour aussi faire compléter le budget. C'est-à-dire qu'on a en fait très peu pris sur notre propre budget. Après, la moitié de notre financement vient de la ville de Paris qui, sur 2 volets, un axe sportif et puis un axe lutte contre les discriminations. Peut-être là-dessus, vu que tu disais que l'association avait 10 ans, oui. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans la structure du budget ou oui. Question piège? Oui. oui. Non, oui, on est passé d'un budget de 2 000 à 3 000 € à 30 000 €, oui. Et c'est venu aussi parce qu'on a organisé des gros événements qui nécessitaient des subventions particulières et qui a nécessité l'appel à des assurances, parce que c'était des événements qu'il fallait assurer. On en discutera. Et donc, peut-être pour finir, comment est-ce que vous êtes organisé ? Est-ce que vous avez uniquement des bénévoles ? Est-ce que vous avez aussi un peu de salariés ? Et puis, comment est-ce que vous prenez vos décisions en interne ? Alors, on n'a pas du tout de salariés. On fait tout bénévolement. Donc on a un CA en ce moment on a 15 personnes au CA, avec une personne présidente, Chat, qui a pris la suite de Cécile, qui était la fondatrice des Dégommeuses. Comment on prend les décisions ? De plus en plus, on a organisé des commissions qui se spécialisent sur un sujet et qui en réfère au CA, mais c'est pas, c'est la dernière instance décisionnaire, mais c'est vraiment s'il y a vraiment une thématique un peu particulière, sinon ça se fait de manière souple. Et du coup, vous avez combien de membres ? Alors cette année, on est à 87 membres, je crois. Et comment ça s'articule ? Parce que tu nous disais tout à l'heure que vous étiez tous bénévoles. Oui. Or, là, des activités que tu commençais à présenter, on a l'impression que c'est quand même assez intense. Alors, je ne sais pas si vous proposez des matchs toutes les semaines, tous les week-ends. Mais du coup, comment vous arrivez à vous impliquer et à impliquer les membres dans ces structures de décision ? Alors, il n'y a pas d'obligation d'implication dans les activités militantes ou dans les activités sportives. Il y a des personnes qui viennent uniquement faire du sport et des personnes qui viennent juste militer. Par ailleurs, il n'y a pas d'obligation non plus à s'impliquer tout le temps de la même façon. C'est-à-dire que c'est un peu mouvant en fonction de l'activité professionnelle et du temps que les gens ont à donner. On ne fait pas des matchs de foot toutes les semaines. Par contre, il y a l'entraînement le lundi et le mercredi. Et souvent, les matchs de Critérium, c'est le mercredi. C'est-à-dire que ça vient pas, on joue très peu le week-end que quand on est invité à des tournois. Donc là-dessus, ça pose pas de problème pour être bénévole. Par ailleurs, c'est vrai que pour les commissions, là en ce moment, avec les 10 ans et on organise le week-end férié du 15, 16, 17 avril, des rencontres pour travailler un petit peu plus sur des thématiques entre nous, pour s'auto-former, donc avec une matinée sur qu'est-ce que ça représente être d'égo sur le terrain, politiquement, qu'est-ce qu'on veut dégager, qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut porter, qui on veut être. La deuxième problématique, c'est sur le problème de racisme, parce que a priori, et puis j'en suis sûre, même il n'y a aucune personne qui a un racisme moral chez les dégommeuses, mais par ailleurs, on est tous porteurs de stéréotypes, et donc de temps en temps, on peut avoir des actions ou des propos qui sont maladroits, donc comment on travaille là-dessus. Et le troisième temps, c'est sur féminisme et questions trans, comment on articule ça aussi, comment on veut on se revendique comme étant intersectionnel, donc il faut réfléchir à un petit peu nos façons de faire, et ça, c'est entre nous. Et donc, effectivement, ça demande une organisation qui prend du temps. C'est chronophage. Mais il y a aussi des périodes où on n'a pas où il y a moins de réunions dans le mois.
Puis il y a des périodes où il y a 3 réunions dans la semaine. Et tu disais que donc, des personnes qui n'auraient pas les moyens, vous pouvez les aider à payer leurs cotisations. Ça sous-entend que toute personne qui vient jouer avec vous n'est pas forcément membre. Est-ce que tous ceux qui sont sur le terrain sont membres ? Non, une personne qui demande à être exonérée, elle est membre comme une autre. Elle est membre de l'association. C'est juste que c'est l'association qui prend en charge la cotisation. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de trouver des financements autres que les cotisations dans notre budget. Ok. Non, toute personne, à partir du moment où vous demandez à adhérer, et puis il y a aussi plein de dégommeuses qui ont les moyens et qui compensent en donnant plus que les 20 €. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, Haïti, pour ce premier aperçu des activités des dégommeuses. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit bien dans vos différentes activités qu'en plus, il y a des enjeux assurantiels qui peuvent se placer à tous les échelons. Tu parlais d'intersectionnalité, j'ai l'impression qu'on pourrait développer ce terme à la fois dans vos combats, donc qui mêle peut-être pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas spécialement ce terme, en tout cas de travailler les différentes discriminations et d'essayer de bien penser leurs croisements et pas de les penser sur des îlots un peu séparés. Mais là, de ce que tu dis, c'est aussi comment est-ce qu'on articule toutes les activités militantes et du coup, d'un point de vue assurantiel, quels sont les enjeux peut-être que vous rencontrez ? En tant qu'association sportive, la plupart du temps, quand j'ai affaire à la Maïf, c'est parce que l'une ou l'un d'entre nous fait une entorse de la cheville ou une entorse du genou. On a tous un petit problème de genou ou un petit problème de cheville à un moment donné dans notre carrière de dégommeuse. Alors moi, c'est aussi un peu les mains parce que je suis gaule, mais grosso modo, c'est accident, c'est notre principal. Ce sont nos déclarations d'accident. Après, nous, on a choisi d'adhérer à la Maïf, de prendre un contrat à la Maïf, parce qu'on a organisé un gros événement qui s'appelle Food for Freedom, qui avait lieu en Auvergne, où on organisait un tournoi. Donc, l'idée, c'était ça a eu lieu plusieurs fois, c'est de se déplacer dans les endroits où nous, on a grandi, parce que être lesbienne à Paris, c'est plus facile que d'être lesbienne à la campagne. Et donc, aller jouer, montrer qu'on peut revenir chez nous et jouer, c'est important. Et par ailleurs, on en profitait pour rencontrer des CADA, donc les centres d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Et donc, on faisait un tournoi mixte, aussi intergénérationnel, s'il y avait des enfants, durant ce week-end-là, pour rencontrer aussi les personnes exilées en province. Donc, dans la mesure où on organisait cet événement, on s'est dit, là, on n'est pas juste dans du sportif. Il va peut-être falloir penser à changer notre assurance, qui était une basique assurance de la banque. Et donc là, on a fait appel à la Maïf pour prendre un contrat. Et du coup, à quoi ressemble votre contrat ? Je sais pas, c'est un contrat Ragvam. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Ragvam ? Non. Risque autre que véhicule à moteur. Voilà, on n'est pas des véhicules. C'est plus simple. Pédagogique. J'allais faire une blague de camionneuse, mais je la ferai pas. Et par ailleurs, je crois que comme on est soutien d'un collectif qui s'est constitué en association qui s'appelle le FHL, le Front d'Habitat Lesbien, qui vient juste de se créer parce que la ville de Paris nous a, je sais pas comment dire, pas prêté, mis à disposition un logement. Et donc, il y a 3 personnes exilées qui vont pouvoir se poser pendant 12 à 18 mois avec un travail social. Et comme le FHL n'avait pas était en cours de constitution, c'est nous qui avons... ils se sont adossés sur nous donc pour une partie de la subvention et pour assurer le lieu. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi une assurance habitation depuis septembre. Ok. Donc peut-être, juste pour qu'on essaye d'y voir plus clair dans les différentes strates, là, en termes de responsabilité, est-ce que tu serais capable de nous dire de quoi vous êtes responsable ? Non. Alors, si j'ai compris quand même que... je me souviens quand même que quand on organise une manifestation, toutes les personnes qui y participent autres que nos membres sont assurées à ce moment-là. Et puis, par vous, du coup ? Par nous, par notre assurance. C'est pas tout à fait ça. C'est ce que j'avais compris en le prenant. Du coup, peut-être petite clarification. Donc, vous avez qu'un
contrat par activité, c'est-à-dire pour les activités sportives, pour les activités, là tu parlais d'accueil de personnes réfugiées, ou en fait vous avez qu'un seul contrat qui mêle tout ça? Alors, je vais préciser d'abord accueil des réfugiés, parce qu'en fait, le terme n'est pas correct. C'est-à-dire que les personnes réfugiées sont des membres comme les autres dans l'association. C'est juste que, comme on est une association, on a déjà 80 membres, et que sur le terrain, on ne peut pas accueillir... on ne peut pas agrandir le terrain, on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc, on a mis en place une liste d'attente. Et en revanche, les personnes réfugiées ou exilées plutôt, qui arrivent en cours d'année, ces personnes-là n'ont pas besoin de passer par la liste d'attente. Elles sont automatiquement intégrées. Ce qui est le cas aussi pour les personnes trans. Ok. Et du coup, sur la question des contrats? Et donc, sur la question des contrats, à ma connaissance, on a un contrat et... plus le contrat de location, je ne sais pas si c'est le même contrat, j'en ai aucune idée. Ça s'intègre dedans. Oui. Donc, voilà. Donc Stéphane, on se tourne vers toi parce que là, on a la chance qui est un peu, ce qui est rare, et c'est la première fois que ça nous arrive dans l'épisode, c'est-à-dire d'avoir à la fois une association qui est directement en lien avec l'expert, c'est-à-dire que Stéphane, alors tu t'occupes pas directement du dossier de Cathy, donc ça, on va pas non plus, peut-être avoir ce niveau de détail-là, mais en tout cas... vous êtes assuré chez la Maïf, et Stéphane, tu es toi aussi à la Maïf. Donc, si tu peux peut-être clarifier vos différents contrats. Oui, par rapport à toutes les activités, c'est vrai, il y a déjà un principe de base, c'est qu'en tant qu'organisateur d'activités sportives, vous avez une obligation d'assurance. Et il n'y a pas beaucoup d'obligations d'assurance dans le monde associatif. Mais obligation d'assurance de responsabilité civile de responsabilité civile. D'accord. Vis-à-vis des pratiquants. Et sachant que chaque pratiquant doit être considéré comme un tiers. Et le principe de la responsabilité civile, c'est de se dire, c'est pas les dommages que je me cause à moi-même, mais c'est les dommages que je vais causer à un tiers, quelqu'un qui est normalement étranger à l'association. Mais le droit du sport, le code du sport, considère que chaque participant est un tiers à part entière vis-à-vis de l'association et vis-à-vis des autres membres. Donc l'hypothèse, ça va être dans le cadre d'un cours du jeu, tu vas avoir un joueur ou une joueuse qui va faire un acte qui est hors du jeu, parce qu'on est dans le droit du sport là, et qui va causer un préjudice à un autre. Donc dans ces cas-là, comme il y a un risque, le sport est par principe une activité à risque, on va pouvoir faire jouer ce qu'on appelle la responsabilité civile du joueur vis-à-vis de l'autre, sous réserve qu'il y ait un acte qui sorte des règles du jeu. D'accord, ça va être le tacle 5 minutes après que le ballon soit parti. Nous, c'est le tacle tout simplement, voilà. Parce que le tacle est interdit au foot à 7. Par contre, si je me blesse tout seul ou toute seule, là, effectivement, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est le fait que notre contrat, et ça c'est important pour une association sportive, de protéger pour les dommages corporels, les dommages qu'on peut se causer dans le cadre du jeu normal. Et là, c'est effectivement, c'est important d'avoir souscrit cette garantie, puisqu'on est sur une activité en dehors du temps de travail, donc personnel, et chacun, et en plus par rapport à la population que vous accueillez, n'a pas forcément une mutuelle, une sécurité, même s'il y a la CMU, mais il n'y a pas forcément la prestation. Et là, ça vient compléter le régime français dont chaque personne va bénéficier. Après, concernant l'organisation d'activités, l'organisation de manifestations, effectivement, il est important de souscrire et de déclarer à son assureur le fait qu'on va organiser une manifestation. Là, on ne va pas garantir les personnes en tant que telles, on va garantir la responsabilité d'organisateur. Donc moi, j'organise une manifestation, donc on va la garantir sous réserve que la manifestation soit licite. Ça va bien en le disant, mais nous n'intervenons que dans le cadre légal et on ne peut pas couvrir un acte illégal. Un assureur refusera une intervention. Donc, dans le cas d'une manifestation déclarée, si on est sur une manifestation de la voie publique, ce qu'on va demander, c'est a priori combien de participants, au sens combien de public va être là. Et donc, on va évaluer le risque. On estime à 5000 personnes, à 300 personnes, à 10 000 personnes. Voilà. Et c'est la faute qu'on pourra, si jamais il y a un mouvement de foule, si jamais il y a éventuellement des feux de Bengale et que des feux de Bengale vont aller se projeter vont tomber sur une personne et blesser, brûler un passant, on va effectivement assumer la responsabilité civile des dommages qu'on va causer au public. Mais on ne va pas protéger le public comme on protège les participants au foot. Elle est là la nuance. Parce que ça serait
pas possible, et ce serait une cotisation tellement énorme, le risque serait tel que ce serait pas gérable financièrement. Et puis un assureur l'assumerait pas en plus. Et quand la manifestation est un tournoi sportif, est-ce que les équipes invitées ont la même assurance normalement, oui. Que nous? Et quand effectivement tu es dans une activité sportive, les autres joueurs sont considérés comme des tiers. Voilà. Et donc c'est la responsabilité civile là d'association sportive qui va jouer. Donc si jamais tu as un membre de ton équipe qui va causer un dommage en ne respectant pas les règles du jeu à un autre membre ou à l'arbitre, là récemment il y a une jurisprudence où un match de foot entre hommes, donc unisexe, entre hommes. L'arbitre a pris une décision. La décision a été mal prise par un des joueurs. Après la fin du match, dans les vestiaires, des joueurs se sont mis à agresser physiquement l'arbitre. On est plusieurs minutes, voire heures après la fin du match. C'est monté en cour de cassation. Elle a décidé que ça faisait partie intégrante du cadre d'organisation d'activités sportives. Donc l'association dont dépendaient les joueurs a été condamné à payer les dommages causés je pense au civil, à l'arbitre. Après, pénalement, il y a pu y avoir, mais ça, nous, on ne couvre pas le pénal. Et si c'est en finale 2 équipes qui ne sont pas des dégommeuses, parce qu'on n'arrive pas toujours en finale quand même, quand on organise des événements, d'où notre nom, je vais prendre par exemple, une Little Miss Soccer blesse une Rosa Bonheur. Est-ce que c'est notre assurance qui prend en charge? Dans le cadre d'un événement organisé. Dans le cadre du tournoi des 10 ans des dégommeuses. Si le dommage est réalisé dans le cadre normal du jeu, par exemple, il y a un corner, je fais très foot. Oui, on comprend. Voilà. Enfin, j'espère. Une de Rosa Bonheur, magnifique, en parenthèse, magnifique maison, les châteaux, à les visiter. Je l'ai fait il y a 2 ans. Va se mettre un coup de tête avec une dégommeuse, mais pour pouvoir effectivement prendre le ballon, il y a un respect des règles du jeu. Donc là, chacun va avoir sa propre protection corporelle, avec sa propre assurance par l'association. Donc là, c'est chaque association qui prend en charge. Ou l'assurance. Si jamais il y a un nez cassé, il y a un nez cassé ou une lunette cassée des 2 côtés, s'il y a un respect des règles du jeu, ça fait partie de ce qu'on appelle, on doit assumer certains risques. L'acceptation des risques en sport, c'est une notion qui a du sens dans le cadre du respect des règles du jeu. Dans ces cas-là, effectivement, il n'y a pas de recours possible. Et donc, chaque victime devra voir avec son association et son assureur s'il y a effectivement une garantie corporelle. Sachant que dans le droit du sport, vous avez une obligation d'informer tous vos pratiquants de l'intérêt à souscrire un individuel accident. Y compris si, comme à la Maïf, nous avons déjà une garantie dedans. Ce n'est pas parce qu'une garantie est intégrée que vous ne devez pas, dans votre bulletin d'adhésion, sensibiliser tous vos membres de l'intérêt qu'ils ont à souscrire un individuel accident, justement pour ces hypothèses-là. Et cet individuel accident, c'est quelque chose de différent de la responsabilité civile? Oui, parce que là, ce sont tes dommages à toi, toute seule, et tu n'es pas légitime juridiquement. Si je reprends l'exemple du coup de tête, comme c'était un acte normal du jeu de saut, on veut mettre un coup de tête à la balle, c'est pas un acte anormal. Par contre, si tu viens mettre un coup de tête un quart d'heure après ou à l'arrière à la personne parce qu'elle t'a enlevé le ballon, là, dans le cadre tu es dans le temps de jeu, ou voire même dans les vestiaires, pour reprendre l'exemple de l'arbitre, là, effectivement, tu vas engager ta responsabilité civile. Et je crois que tout à l'heure, la question de Cathy, c'était dans le cadre d'un tournoi qui serait organisé par l'association de Cathy, avec 2 associations, 2 autres équipes qui, là, auraient un problème de jeu, au sens il y a un conflit. Est-ce que l'association de Cathy, les dégommeuses, va être impliquée? Non, parce que ce qu'on va éventuellement, en tant qu'organisatrice, c'est un défaut d'organisation. Là, ce n'est pas un défaut d'organisation. Ce serait, par exemple, une organisation d'un tournoi avec une buvette pour faire un peu d'argent, et manque de peau, il y a des merguez, on va faire très foot encore, très, très basique, et manque de peau, vous avez acheté les merguez, une des membres de l'asso il y a 2 jours, elle les a stockées chez elle, il y a une coupure de courant pendant 24 heures, elle s'en est pas rendue compte, elle n'était pas là, le congélateur le dimanche, il est reparti, tout a été recongelé, et puis là tout le monde est malade. Donc là on a un défaut d'organisation, risque à intoxication alimentaire. Et là, pour le coup, c'est une responsabilité, ce qu'on appelle de plein droit. Il n'y a pas de faute à prouver.
Il y a juste, je suis malade, j'ai acheté la merguez, je suis coupable. Voilà, je dois payer les conséquences. Sous réserve qu'il y ait des conséquences. Okay. C'est-à-dire que même si j'ai mangé une merguez pas bonne, si moi je n'ai pas de préjudice, alors préjudice, ça va être des séquelles corporelles, le fait d'avoir vomi, excusez-moi, mais simplement, c'est pas. Mais si j'ai raté mon examen, par exemple, je viens jouer, le lendemain j'avais un examen, j'étais malade, j'ai raté l'examen. Là, j'ai un préjudice qui n'est pas forcément corporel, mais un préjudice, même pas matériel, j'ai perte de chance. Donc ça c'est effectivement responsabilité civile qui peut être mise en jeu. Voilà. Et peut-être pour revenir sur ce que tu disais, Cathy, tout à l'heure, tu parlais aussi du coup des activités type manifestation que vous pouvez mener ou des marches, donc en dehors du cadre uniquement sportif. Dans ces cas-là, ça reste quand même dans le cadre des activités légales. Si la manifestation est déclarée. Si la manifestation est déclarée, nous, on va assumer effectivement le risque d'organisateur vis-à-vis du public et on va apprécier le risque. Alors nous, c'est une manière d'apprécier le risque, mais en général, les assureurs l'apprécient comme ça. C'est la taille du public et le volume du public attendu qui génère une tarification spécifique. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres types d'assurances qui vont s'appliquer aux associations ? Parce que là, finalement, tu as parlé uniquement de responsabilité civile. Est-ce qu'il va y avoir, il y a notamment, il me semble, la responsabilité des dirigeants qui se distinguent. Qu'est-ce qui va exister au-delà de ça ? Alors effectivement, alors on a évoqué la responsabilité civile, on a évoqué aussi la protection corporelle, puisque vous avez une activité à risque. Et là, on se rend compte que c'est important d'avoir aussi cette garantie-là. Et il y a déjà, si on remonte, si on fait une pyramide et qu'on va à la tête, par principe, c'est l'association qui est responsable. D'accord ? Ces membres ne sont que des mandataires de l'association et même en tant que mandataire de droit ou mandataire de fait, dirigeant de droit, dirigeant de fait, vous agissez pour le compte de l'association, ça sera toujours l'association qui par principe sera responsable. Donc ça c'est la première chose. La seconde effectivement c'est en tant que mandataire, on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez une organisation avec des commissions, vous prenez des décisions, vous pouvez être mis en cause potentiellement pour non-respect des statuts, parce que vous avez pris des décisions qui ne correspondent pas au mandat et vos engagements ont pu causer un préjudice à l'association. Par exemple, un engagement financier trop important. En organisant un tournoi, je m'emballe un petit peu, j'estime qu'on va avoir une buvette avec 10 000 personnes, donc je fais beaucoup d'achats de biens à vendre. Au final, il est à l'extérieur. Et on est dans une journée comme aujourd'hui où il pleut du matin au soir. Et au lieu d'avoir 10 000 spectateurs, j'en ai que 500. J'ai dépensé 40 000 euros de biens. J'ai un budget de 40 000 euros. L'association est en liquidation judiciaire. Voilà. Donc je caricature un peu, je grossis le trait, mais c'est ça. Donc ça, au sein d'une association, il est absolument fondamental que le contrat d'assurance couvre la responsabilité civile des mandataires sociaux en cas d'erreur de gestion. Et un contrat d'assurance d'une association qui n'a pas ça en inclusion, ce n'est pas un contrat d'assurance adapté au monde associatif, par définition. Si c'est une option... Rassure-nous, ceux de la Maïf l'incluent. C'est inclus dedans. Donc Cathy, attention aux donc on va acheter de la bière, c'est ça ? Voilà. Et puis, ce qu'il faut couvrir, alors il n'y en a pas beaucoup, mais c'est les biens qui appartiennent à l'association, parce que souvent, l'association agit aussi au travers... ce qui fait la richesse de l'association et le projet associatif, peut-être c'est bien. Voilà. Là, mais imaginez effectivement, par rapport aux prêts ou aux équipements, que pour pouvoir permettre à l'activité, vous ayez la nécessité d'avoir des ballons, d'avoir 15 ou 20 paires de chaussures de foot, des maillots, des t-shirts. Enfin, voilà, c'est important de les protéger. On parlait de l'appartement tout à l'heure. Assurer l'appartement. Là, c'est une obligation d'assurance locative, mais aussi le projet, c'est pouvoir accueillir des personnes en difficulté, comment dirais-je, des personnes étrangères, alors il faudra couper parce que là j'ai un trou. C'est des personnes exilées. Exilées, voilà, je cherchais le terme. Et merci beaucoup. Si l'appartement, il y a un dégât des eaux, il y a un début d'incendie parce qu'on a oublié la poêle et qu'on a acheté pour 15 ou 20 000 euros de biens, voilà, donc, et que on ne peut plus accueillir et qu'on n'a pas assuré les biens immobiliers, eh bien, il faut tout appeler en fonds propres, redemander des subventions.
Donc le fait de les assurer permet effectivement, en cas de difficulté, de pouvoir préserver le projet associatif. Et si dans la garantie, il y a par exemple le fait que s'il y a un événement accidentel, on peut avoir du relogement, ça permet effectivement aussi de reloger, ce qu'il y a dans notre contrat. Voilà, garantie relogement, qui est tout à fait adapté aux besoins. L'idée, c'est toujours de confronter son activité avec le contrat d'assurance. Donc il faut questionner son assureur. Et si effectivement il y a un trou de garantie, quelque chose qui n'existe pas, il faut lui demander de le compléter, ou alors il faut aller voir ailleurs si c'est un besoin fondamental au projet associatif. Et puis on l'a évoqué, les personnes. Bien entendu, les pratiquants, tout à l'heure, c'est absolument nécessaire. Et Cathy, j'aimerais du coup te poser la question peut-être inverse, qui est, est-ce que du coup, vous, dans les événements que vous faites et les actions que vous menez, vous prenez en compte la question assurantielle et du coup, vous vous restreignez en disant, là, on risque, ça risque d'être touchy, donc on ne va pas y aller. En fait, non, mais parce qu'on raisonne plutôt, est-ce que tous nos membres peuvent venir avec nous ou pas ? Et donc, comme dans les personnes exilées, on a des personnes qui ont obtenu leur statut, qui donc ont le droit de séjourner légalement sur le territoire, mais on a aussi des personnes qui sont soit... Alors, quand elles sont en cours de demande de statut, elles ont aussi le droit, mais c'est pas forcément très agréable d'avoir des difficultés lors de manifestations avec la police, si vous êtes en demande Et puis, on a aussi des personnes sans papier. Donc là, on réfléchit plus, est-ce que nous, groupes, on met des gens entre nous en danger ou pas ? Et en fait, ça doit venir se croiser avec des histoires d'assurance, en fait. Effectivement, normalement, dans votre activité, si je la comprends, les personnes exilées ou demandeurs d'asile sont rattachées à un CADA. Non, pas forcément. Alors, logiquement, il devrait être rattaché à un CADA. La CADA a une obligation légale de lui fournir une assurance personnelle à titre privé. D'accord ? Peut-être, Stéphane, quand tu dis il devrait, tu veux dire que c'est censé être une obligation légale ou c'est disons que morale, je ne sais pas. Il y a plein d'associations, c'est le monde associatif qui les accompagne. Ça leur permet d'avoir un gîte, un couvert, une aide sociale et d'avoir effectivement une protection dans le cadre des activités. Si votre association, vous accueillez régulièrement effectivement des personnes au-delà de la qualité de membre de foot, si c'est simplement dans l'activité sportive, il n'y a aucun souci pour nous. Voilà, il n'y a pas qu'ils aient leur papier ou pas. Ils vont avoir les mêmes garanties. Par contre, dès qu'ils vont sortir du champ de l'activité, ils sont plus couverts. Et l'intérêt d'être attaché à un CADA, c'est qu'ils sont couverts, y compris en dehors de l'accompagnement CADA. Je sors dans la rue faire des courses. Malheureusement, je bouscule quelqu'un dans la rue avec mon vélo, je le blesse, je suis responsable. Voilà, c'est pas forcément l'acte volontaire. Je rebondis à ce que tu disais, l'acte volontaire. En droit, l'acte volontaire, c'est vouloir l'acte et les conséquences. Donc l'acte volontaire est toujours exclu d'un contrat d'assurance. Alors, je vais donner des exemples très simples. Dans le cadre de l'activité associative, tu vas rencontrer quelqu'un de la mairie pour des subventions. Ça se passe très mal. Tu prends un peu de colère, tu claques la porte, c'est une porte vitrée, la vitre tombe. Ce que tu as voulu, c'était claquer la porte, mais pas que la vitre tombe. Donc, on va pouvoir intervenir, en théorie, sur ta responsabilité civile, parce que tu étais dans le cadre de ton mandat et de l'activité en recherche de subvention. Par contre, même hypothèse où là, délibérément, tu vas prendre une chaise et tu vas casser toute la... Là, c'est l'acte et les volontaires, donc le fait et les conséquences. Et là, on te fera un refus de prise en charge. Voilà la différence. Cathy, je vois que parfois tu souriais, ça te faisait penser à des cas... Non, pas du tout. Sur la violence, non, pas du tout. En revanche, je voulais juste faire quand même une précision parce que il faut être honnête, les personnes exilées ou en demande d'asile, il y en a pas tant que ça qui sont pris en charge par des CADA et elles font plutôt appel au 119 ou à la... on cherche souvent des plans... Et Emmaüs ? Le logement est une problématique très, 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 très compliquée
sur les demandeurs, enfin sur les personnes réfugiées. Et moi, j'espère que la crise en Ukraine va permettre de montrer que tous les réfugiés sont bienvenus et qu'il faut travailler sur le logement, mais c'est une problématique. Mais c'est vrai que si nous, en tout cas, je parle pour ce que je connais, nous assurons beaucoup de CADA, donc quand ils nous demandent effectivement de répondre à cette obligation d'assurance, on y répond. Donc ça sécurise, ils sont assurés 24/24. Emmaüs, les compagnons ont un statut particulier et souvent ce sont des réfugiés, hein. Ce sont des sans-papiers et on les couvre de la même manière parce qu'ils ont un statut qui s'appelle OCAS. C'est Emmaüs qui a obtenu ce statut et on les assure de la même manière. De même, nous sommes amenés ponctuellement à faire des dérogations, notamment pour toutes les associations qui accueillent des femmes battues. Où là, ils sont avec les enfants. Ils ont quitté le domicile conjugal, donc ils ne sont plus bénéficiaires parce que l'assurance individuelle est rattachée à l'assurance de l'habitation. Donc une fois qu'elles ont quitté, pour leur sécurité bien entendu, donc nous on leur propose d'avoir une garantie vie privée parce que l'enfant peut blesser un autre enfant dans la cour d'école. Et puis ils peuvent faire leurs courses. Encore une fois, l'hypothèse que je donnais, la vie, c'est ça, un accident sans vouloir, une maladresse, et on peut engager sa responsabilité. Mais mis à part ces hypothèses-là, effectivement, ces personnes auraient un intérêt, pour Yael, à s'inscrire auprès d'un organisme, ça peut être Secours Populaire, le Salut, qui a l'assise pour leur donner une protection. Cathy, tu voulais réagir ? Oui, mais je me souviens plus. Si, dire aussi que nous, nos membres... C'est aussi une problématique particulière puisqu'elles quittent souvent leur pays d'origine pour des violences en raison de leur orientation sexuelle. Et quand elles se retrouvent, parfois dans les CADA, c'est compliqué parce que cette violence est encore là. C'est-à-dire que c'est quand même une population très fragile et puis aussi, par ailleurs, parfois, quand elles sont admises dans un CADA, elles doivent nous quitter parce qu'elles sont à Caen. Et donc, nous, c'est un peu un crève-cœur aussi de voir des gens avec qui on a tapé dans le ballon. Alors, certes, prise en charge, et donc ça, poursuivre leur vie, mais nous, elles sont plus dégommeuses à ce moment-là, c'est un peu triste. Mais tant qu'elles restent sous l'activité normale de l'association telle qu'on la connaît aujourd'hui, elles sont protégées, puisque on a dû évaluer le nombre de personnes. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Donc effectivement, là, on est déjà rentré dans le dur et on a bien compris, Stéphane, que tu étais l'expert assurance autour de la table. Mais je vais laisser la parole à Karl pour peut-être reposer le panorama des assurances du monde associatif. Et donc effectivement, on se retrouve dans la question d'expert avec Stéphane de la Maïf pour parler justement des problématiques assurantielles. Donc tu as déjà commencé à nous parler des différents types d'assurances, donc on ne va pas forcément revenir sur cette question-là. Il y avait, si je comprends bien, in fine, ce qui est vraiment essentiel, c'est cette question de la responsabilité civile et de l'assurance de responsabilité civile qu'il faut vraiment avoir quand on est une association. Tu disais que c'était donc obligatoire pour les associations sportives. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'associations dans lesquelles c'est obligatoire ? Oui, il y en a deux grands. Il y a l'accueil collectif de mineurs et puis être voyagiste, organiser des voyages. Mis à part cela, il n'y a pas d'obligation d'assurance autre par rapport à toutes les activités qu'une association peut faire. Bien sûr, si elle est employeur, dans le cadre de son activité sans assurance obligatoire, elle a tout intérêt à s'assurer pour sa responsabilité d'employeur, qui couvre deux types d'hypothèses. Elle est présumée responsable des dommages que ces préposés causeraient à un tiers. Et puis, elle doit se couvrir pour ce risque en cas de faute inexcusable de l'employeur. C'est-à-dire qu'elle a une obligation de prendre des mesures de prévention du risque d'accident de travail. Si un salarié est victime d'un accident de travail et qu'il estime que l'employeur n'a pas respecté cette obligation, il est en droit d'exiger des indemnités complémentaires et de demander effectivement de mettre en cause son employeur pour ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur. Donc ça, c'est une conséquence effectivement du développement associatif, de la bonne santé du projet associatif pour le coup, mais dont il faut effectivement avoir à l'esprit lorsqu'on a commencé qu'avec des bénévoles et on embauche une personne. Ne serait-ce que, alors pour le foot, pour le sport, la difficulté c'est que souvent les groupements sportifs ont en équivalent temps plein 2-3 ETP, mais peuvent avoir 10, 15, 20 salariés, mais à 1 heure ou 2 heures par semaine.
Et la difficulté, c'est de pouvoir se prémunir et d'avoir des actes de gestion pour 15 à 20 personnes différentes avec des activités différentes sur des lieux différents. Voilà. Les gros clubs omnisports travaillent sur 4-5 sites et ils ne maîtrisent pas en plus la sécurité des sites puisque souvent c'est mis à disposition par les collectivités publiques. Donc le sport est assez complexe dans cet aspect-là. Ensuite, effectivement, l'assurance, on l'a dit tout à l'heure, mais elle doit accompagner l'association et sécuriser le projet associatif. Donc, son activité, il faut bien la décrire à l'assureur pour qu'il y ait une assurance qui corresponde aux activités déclarées. Et puis, il y a les biens, on l'a évoqué aussi, qu'elle peut utiliser, et il faut protéger ses biens. Parce que si elle a fait des achats pour acheter ses biens, si ses biens sont détruits, ne sont pas assurés, elle devra retaper dans les fonds propres, elle ne l'a peut-être pas. Et il faut pouvoir effectivement se rééquiper et aider à maintenir le projet associatif. Les personnes, donc il y a une obligation dans le droit du sport, mais c'est important d'assurer tous les participants par rapport aux activités. Ça a une vertu aussi de donner une garantie corporelle ou les dommages aux biens des participants, c'est que ça apaise les relations. Si je fais une association culturelle où j'aide à ou d'aide à des personnes et que moi je viens et puis par un geste malencontreux il y a quelqu'un qui me casse mon iPhone 13 qui vaut 1 000 € et qu'il est couvert, ou que effectivement je me blesse en voulant découper des affiches avec le cutter et je me coupe le doigt, je suis sur un temps privé, encore une fois, je ne suis pas sur un temps de travail. Si l'assurance peut m'accompagner dans l'indemnisation de mes dommages, je maintiendrai mon bénévolat. Et peut-être que je n'engagerai pas la responsabilité civile, je ne tenterai pas. Donc ça apaise les relations aussi. Ça, c'est important de pouvoir s'appuyer dessus. Et puis, le bénévole, par principe, qui s'engage, il faut pouvoir le protéger. On a évoqué la responsabilité des mandataires sociaux. Ça aussi, ça va être inclus. Voilà les grandes bases. Puis, si j'occupe un logement, la responsabilité locative. Voilà. À chaque fois que mon association acquiert des biens, progresse dans son activité, il faut solliciter son assureur, même si on fait de la redondance, il est là pour ça. Il a un devoir de conseil pour vérifier que le contrat le couvre bien déjà ou ajouter le risque. Et donc tu disais que le bénévole va être couvert par l'assurance de l'association. Est-ce que ça sous-entend qu'il faut qu'il soit adhérent ? Tu disais pour les événements, quelqu'un qui vient à un événement d'une association n'a pas besoin d'être adhérent pour être couvert. Est-ce que c'est le cas pour les activités associatives classiques ? Il y a deux types de personnes à couvrir. Il y a les adhérents en tant que tels, pour mes activités, et puis il y a le bénévole. Le bénévole qui ne pratique pas forcément l'activité, mais qui vient filer un coup de main ou être effectivement membre du CA. Dans ton hypothèse, vous êtes toutes des bénévoles, tous et toutes, à la direction. Donc là, effectivement, il faut les couvrir de la même manière que l'on va couvrir un salarié. Les dommages qu'il va causer à un tiers, ce sera porté par l'association. Là aussi, c'est la jurisprudence, elle a assimilé le bénévole à un préposé lorsqu'il agit sous la directive de l'association et qui cause un dommage à un tiers, il sera protégé par la responsabilité civile de l'association. Qu'il soit ou pas adhérent. Qu'il soit ou pas adhérent, tout à fait. Par contre, il faut être clair avec son contrat, il faut valider auprès de son assureur que les bénévoles sont bien intégrés dans mes garanties. Une fois qu'on a dit ça, on peut avancer. Voilà. Après, en fonction des contrats, c'est du forfait, c'est déclaratif à l'unité, c'est nominatif ou pas. Voilà. L'idée, c'est d'avoir le contrat le plus simple possible, comme un peu on fait à la Maïf, où tout est inclus dedans. C'est du déclaratif sur un volume, on va dire, moyen, et c'est pas nominatif. Donc après, Patrick peut remplacer Jean-Pierre, Nadine peut remplacer Henriette, ça pose pas de souci. Voilà. Oui, contrairement au contrat qu'on souscrit à la FFSE, où là, c'est l'ordre. C'est une licence. C'est une licence. Voilà, c'est un. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne sont pas des assos sportives, peut-être repréciser un peu ce que c'est ? Donc la FFSE, c'est la Fédération française de sport en entreprise, et pour pouvoir participer au ce qu'on appelle le critérium, donc c'est un championnat, il faut être licencié. Et donc quand on achète la licence, il y a une partie d'assurance. Oui. Qu'on souscrit. Une responsabilité civile, une obligation comme votre association, où effectivement c'est une obligation légale d'avoir une assurance. La licence, elle est obligatoire pour les activités, pour les compétitions organisées par les fédérations. Et dedans, normalement, la licence, il y a aussi
une information de l'intérêt que j'ai à souscrire un individuel accident. On n'est pas obligé de vous proposer, mais en tout cas, il y a cette information-là. Donc aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, c'est effectivement dans le bulletin d'adhésion, de bien formaliser cette information-là pour éviter d'avoir une réclamation en perte de chance. Parce que quand tout va bien dans le monde associatif, tout va bien. On est copains, tout va bien. Mais des fois, il suffit de pas grand-chose pour que les relations humaines se dégradent et quelqu'un qu'on pensait bien, sympa, peut dégénérer parce qu'il est poussé par quelqu'un derrière, il est bien conseillé et ça peut, effectivement, les relations peuvent se dégrader et pour parfois des petits dommages. Voilà, c'est un prétexte aussi, ou un prétexte parce que les relations sont dégradées ailleurs dans la vie. Dans la vie ou la décision, ou l'acte décisionnel. Donc d'avoir effectivement une assurance qui couvre bien ces activités, ça sécurise aussi. La deuxième grande question que vous voulez te poser, en fait on a déjà commencé à l'aborder, c'est le fait que en fait, nos assos, elles évoluent. Et donc, de fait, le besoin de couverture assurantielle évolue, tu l'as déjà dit. Est-ce qu'il y a des éléments, peut-être financiers, peut-être autres, qui en fait doivent nous alerter sur le fait qu'il faut revoir son assureur et lui reposer des questions ? Alors oui, moi je distingue 2 ou 3 éléments. Le premier, c'est le budget. Aujourd'hui, vous avez un budget à 30 40 000 euros. Si demain, vous passez à 200 250 000, juste des subventions. Vous avez un bailleur de fonds qui devient généreux, vous rencontrez une fondation, votre projet l'intéresse et tout de suite. Il va y avoir derrière des conséquences en termes d'achat de biens, peut-être de salariat. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut tout de suite, dès qu'on a du patrimoine humain et matériel qui va augmenter, il faut effectivement aller voir. L'autre chose, c'est l'objet social de l'association et qu'est-ce que je déploie derrière. On revenait aux activités. Vous êtes d'abord le sport est un moyen au service de votre lutte, de votre militantisme. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est la part des choses ? Est-ce que je suis déclaré comme une association sportive ? Et le réflexe que tu as eu par rapport à l'organisation du tournoi, il était juste. J'organise quelque chose pour faire du militantisme. Est-ce que c'est intégré déjà dans mon contrat ? Donc c'est l'objet de l'association et qu'est-ce que je déploie ? Ça, c'est vraiment l'élément essentiel. Et puis, les 2 choses qu'il faut se poser. Après, on l'a évoqué, je deviens employeur, je prends des responsabilités particulières. Vraiment, ça, c'est important. Je me mets à faire des voyages. Vous pourriez, dans votre association, on l'a évoqué, vous mettre à organiser des voyages parce que, financement, j'achète pas de biens, mais je deviens organisateur de voyage. C'est-à-dire organisateur de voyage ? Vous organisez des voyages pour militer, favoriser l'insertion. Vous devenez voyagiste. Vous avez une obligation d'assurance de voyagiste. Vous ne le savez pas, mais vous avez... Alors... Je crois qu'on a besoin de précision. Ouais, parce que devenir voyagiste, par exemple, on participe à un tournoi à Marseille... Parce que ça nous est arrivé. Ouais. Est-ce qu'on devient voyagiste quand on paye une partie des... Parce que les personnes qui ne peuvent pas payer leur billet, c'est pris en charge par l'association. Ouais. Est-ce qu'en prenant en charge les billets de train ou d'avion, on devient voyagiste ? Il faut organiser, prendre en charge 2 prestations. Donc ça va être le transport, logement aussi. Le logement ou les prestations, ou l'hébergement ou les activités touristiques à côté, au sens large du terme. Donc il y a une tolérance, il y a une tolérance dans le monde associatif, c'est si on en organise 2 à 3 dans l'année, sur une démarche totalement dénuée de tout gain financier, c'est-à-dire c'est à prix coûtant, pour une partie ponctuelle de mes adhérents, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde, c'est pas une... Voilà. Vous n'êtes pas considéré comme voyagiste. Même là, on ne fait pas payer, c'est nous qui payons. Oui, mais vous pourriez éventuellement demander un peu. Voilà, c'est là où ça doit être complètement dénué. Il faut qu'il n'y ait aucune volonté de faire du bénéfice derrière. C'est ça, parce que là, par exemple, je vois notamment avec
suite à l'année Covid, il y a plein d'associations qui commencent à faire des week-ends associatifs, et une sorte de petits séminaires d'asso. Donc là, par exemple, ce que tu dis, c'est que si c'est une fois par an, grosso modo, c'est pas grave. Tout à fait. En revanche, Cathy, tu disais tout à l'heure aussi que vous organisiez des matchs où vous reveniez chez vous dans certaines villes ou certains villages. Donc là, j'imagine qu'il y en avait peut-être plusieurs par an. Non, c'est trop. Enfin, ça demande une organisation. Comme on est toutes et tous bénévoles, un par an déjà, on n'arrive pas à tenir le rythme par an. En revanche, une fois par an, effectivement, on a un des exemples. Mais donc on peut très vite dériver parce que l'activité, et puis peut-être qu'on a du succès, et ça arrive régulièrement, des petites associations de retraités, je pense, qui au départ font des sorties à la journée, puis petit à petit, ça marche bien, et puis on commence à organiser, parce qu'en plus, ça nous plaît, on a le temps, on va négocier le voyagiste, on va négocier l'hébergement, les activités qui vont bien, et puis on arrive, on en est une quinzaine dans l'année, et puis sans le savoir, on n'a pas fait notre déclaration à tout franc, c'est une obligation. On n'a pas demandé l'immatriculation, donc on n'a pas effectivement l'assise financière, la garantie financière qui va bien, et puis on n'a pas l'assurance qui va avec, quoi. Et donc s'il y a un pépin, là, c'est plus problématique. Donc là, pour le coup, responsabilité de plein droit. Et si j'ai pas déclaré à mon assureur, s'il y a un accident, ce sera pas de garantie. Et est-ce que c'est possible, comme dans le cas, je crois, des mutuelles, comment on dit, d'adhérer rétroactivement. Enfin, vous savez, souvent, il y a le cas où, je ne sais pas, cas d'hospitalisation grave, j'ai pas de mutuelle ou ma mutuelle, elle n'est pas adaptée. Du coup, je peux la prendre rapidement et la faire commencer. Non, la rétroactivité, par principe, ne fonctionne pas, puisque le principe de l'assurance, c'est l'aléa. C'est-à-dire que alors même si ça peut paraître cher, la cotisation parfois, le fait d'assurer des risques avec potentiellement des millions d'euros à dépenser, on va la mutualiser au sein de tous les assurés, et donc on va demander une petite somme d'argent proportionnellement au coût. Donc le fait de faire rétroactivement, nous on prend le risque qu'il n'y ait plus d'aléa, que l'événement soit déjà réalisé. Donc dans ces cas-là, les règles du jeu sont faussées. Et pour le coup, on est une mutuelle, on fonctionne comme une association, on n'a que des sociétaires à satisfaire et on n'a pas d'actionnaires à rémunérer. Et donc, ce serait la collectivité des sociétaires qui en pâtirait, et on serait peut-être obligé, pour des sinistres très importants, de devoir éventuellement augmenter les cotisations. Voilà, donc on a aussi, nous, je parle pour la Maïf, c'est aussi une responsabilité collective. Voilà. Individuellement assuré, collectivement assuré. Et donc la troisième grande question qu'on voulait te poser, et puis on va justement pouvoir en discuter avec Cathy, c'est le lien avec le caractère militant des assos. Parce que voilà, comme on le disait, il y a plein d'assos qui jouent sur la légalité de leurs actions parce que c'est leur nature militante. Tu le disais, on peut pas assurer quelque chose qui est illégal par nature. Ouais. Néanmoins, il y a plein de cas où c'est un peu tendu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Eh bien, ça va se passer assez simple. S'il y a un acte volontaire ou un acte illégal qui est mis, normalement, et voilà, on sait. Par exemple, je vais donner un exemple. Pour pouvoir faire du prosélytisme ou du militantisme, vous vous manifestez nu dans la rue. Malheureusement, je dis malheureusement, mais c'est comme ça, il est interdit en France, c'est dans le code pénal, d'être nu dans la rue. Donc même si ça partait d'un bon volonté, vous avez agressé personne, vous n'avez pas de causé. Si effectivement vous êtes comment dirais-je, mis en cause en plus par le parquet, par le procureur, qui décide que là vraiment ça a dépassé les bornes, voilà. Voilà, et que vous demandez à l'assureur de vous accompagner en protection juridique, il y a de fortes à parier qui va vous dire non. En tout cas, nous, certainement qu'on vous dira non, parce qu'effectivement, vous avez fait un acte qui était une infraction et qu'on ne pouvait pas vous accompagner. Maintenant, il peut y avoir effectivement des garanties, ce qu'on appelle des défenses pénales toute cause, qui peuvent accompagner notamment des dirigeants associatifs pour le risque, je pense au risque employeur, le risque de harcèlement moral, le risque de discrimination en embauche, le risque de non-respect des règles de prise en compte des mesures de sécurité en tant qu'employeur. Donc, suite à un accident de travail, suite à un entretien d'embauche qui se passe mal. Là, effectivement, par principe, la preuve, elle n'est pas absolue, il n'y a pas de décision. Donc, on peut garantir les frais de défense. Dans l'orthodoxie des contrats, si jamais, au final, il y a une condamnation, normalement, vous devez rembourser les frais de défense, puisque c'est un fait volontaire et un fait illicite. Mais ça, c'est le cas même pour une assurance personnelle, c'est-à-dire si on reprend l'exemple de la manifestation,
Si la Maïf n'intervient pas en tant que pour les dégommeuses, la personne qui manifeste, son assurance n'interviendra pas non plus. Ce sera certainement le même cas, oui. Donc de toute façon, on n'est pas couvert quand on fait du collage sauvage, par exemple. Oui, dans l'absolu. Mais peut-être que justement, on peut pousser cet exemple parce que est-ce que tout dans cet événement, manifestation, collage, va être non couvert Non, parce que imaginons que vous êtes dans la manifestation, vous faites du collage. En sortant le collage, il y a, je reprends mon geste, je me retourne, il y a quelqu'un qui passe en vélo, il fait un geste, il tombe, il se blesse. Donc le collage n'a pas eu lieu. J'étais dans la rue, j'étais pour faire. Après, alors je devrais peut-être pas le dire, non, je le dirai pas. Mais vous pouvez il y a peut-être une autorisation de faire du collage. Il y a peut-être, Est-ce que mettre des affiches... Si on reprend le cas de la manifestation nue dans la rue, si jamais j'ai une pancarte dans les mains et qu'elle atterrit dans la tête de quelqu'un, est-ce que c'est ma responsabilité ? Ça pourrait être pris en compte, oui, parce que pour le coup, c'est pas le fait d'être nu qui... la réclamation va pas être faite sur le fait d'être nu. Elle va être faite parce que j'ai manifesté, j'avais un bien qui m'appartenait, la pancarte s'est échappée et elle a blessé un passant. D'accord ? Donc là, c'est pas le fait d'être nu. Mais donc, même si le cadre global de l'événement est illégal, oui, en tout cas non interdit, pardon, non autorisé. Mais s'il n'y a pas de mise en cause pénale, un préfet, la police ou un maire peut tolérer. On sait qu'il y a des régions en France, je pense au Cap d'Agde, ou des choses comme ça, où des fois il y a des manifestations de naturistes, où il y a une petite micro-tolérance. Il y a des plages autorisées, il y a des choses. Donc on peut effectivement dans un cadre précis. Mais là, l'hypothèse, oui, l'acte, c'est pas l'acte en lui-même qu'on va reprocher, c'est pas d'être nu. Et la réclamation ne sera pas faite et la déclaration ne sera pas faite sur un acte illégal. Elle sera faite sur je manifestais, j'avais effectivement un panneau, le panneau m'a échappé des mains, il y a eu un coup de vent, ça a blessé un passant. Je suis gardien de la chose, c'est la responsabilité. Voilà. Donc là, oui, normalement, l'assureur devrait intervenir. Maintenant, chaque assureur a ses limites, a ses contrats, ses exclusions. Et ses manières d'interpréter aussi les garanties. Et justement, est-ce qu'il y a des formes d'obligation d'information ? Parce que, on l'a tous un peu dit, tu l'as dit Cathy, mais c'est totalement valable pour moi. On a quand même globalement peu connaissance de ce qu'on a dans nos contrats. On n'est pas trop capable de dire ce qui est assuré, ce qui n'est pas assuré. La preuve, c'est qu'on te pose la question. Est-ce qu'il y a, dans ce genre de cas, des obligations d'information ? Alors, il y a une obligation de conseil de l'assureur. Il est clair qu'il doit conseiller. Donc après, il faut arriver... Alors, ça lui pèse. Donc effectivement, nous, moi, quand je rencontre ce qu'on appelle un prospect ou des sociétaires en visite, en bilan, effectivement, je positionne mon obligation de conseil. Après, il en fait ce qu'il en veut. L'association ou son représentant en fait ce qu'il en veut. Mais oui, il y a une obligation de conseil. Mais il faut effectivement pouvoir démontrer qu'on a bien exprimé l'activité, le besoin. Si on ne parle que de foot et qu'on oublie de dire qu'on est militant à côté et que le foot est un moyen de militer et qu'on oublie de dire qu'on est organisateur de manifestations avec du public, il n'y a pas le devoir de conseil. On ne peut pas le reprocher. Mais il pèse, la charge de la preuve est un peu inversée, c'est à l'assureur de prouver qu'il a bien respecté son obligation de conseil. D'ailleurs, maintenant, quand vous avez un devis d'amélioration, vous avez 4 pages, puisqu'il y a une synthèse de ce qui est garanti, une synthèse de ce qui n'est pas garanti. La prochaine fois que vous demandez un devis, vous allez voir, le devis ne fait plus une page, il y a 4 pages, il y a des obligations textuelles que personne ne lit, puisque ce que vous regardez, c'est le pied de facture, comme on dit, combien ça me coûte. Et donc nous, on ne peut plus faire un devis. Et des fois, on prend des décisions, on nous dit oui, vous pouvez assurer ça. Alors on est à la Maïf, on essaye de le faire, on ne devrait pas, on devrait normalement toujours s'assurer qu'il y ait un devis, un accord pour éviter d'être mis en difficulté. Voilà. Mais devoir de conseil, oui. Mais donc, il faut questionner régulièrement son assureur. C'est vraiment une démarche il faut le challenger. Okay. Aussi pour être sécurisé pour soi, et puis pour voir si on a contracté avec un partenaire. Parce que l'assureur, il doit, encore une fois, il est là pour accompagner le projet et sécuriser le projet associatif. S'il ne répond pas aux fondamentaux, il faut changer d'assurance. Okay. Voilà.
Et j'ai une question qui me vient à l'esprit, parce que le cas s'était posé dans mon association, mais tu vas voir, c'est très particulier, peut-être tu n'auras pas la réponse. Notre association, à un moment, elle a comme adhérente d'autres associations. Est-ce que ces associations sont couvertes par notre propre responsabilité ? Alors, oui, puisqu'elle a la personnalité juridique, si elle est membre du bureau, par exemple, s'il y a un représentant de l'association, et si c'est l'association X et son représentant qui est membre du bureau, oui, elle est couverte en tant que personne juridique. Mais dans ses activités, au sens de... Ah non, au sens des activités qu'elle mettra pour les tiennes, et pas les siennes. Parce que en l'occurrence, ce sont ce qu'on appelle des antennes de notre association, donc c'est des associations filles. Leur activité n'est pas intégralement couverte par la nôtre. Non. Il faut comme elles ont une personnalité juridique propre, il faut effectivement qu'elles soient déclarées, qu'elles aient aussi, pour leurs dirigeants, une protection et leurs activités. Okay. Voilà. Alors après, chaque assureur peut avoir un choix de tout globaliser. C'est lui qui décide. Par exemple, une fédération sportive, vous n'êtes pas affilié à la Fédération française de foot, mais une fédération sportive dont on en accompagne près d'une trentaine, à l'intérieur du contrat fédéral, va couvrir bien entendu les dirigeants de la fédération, mais aussi les dirigeants de tous les clubs rattachés. Donc, elle va prendre la personnalité juridique. Donc, tous les dirigeants des clubs rattachés sont couverts en responsabilité des mandataires sociaux au travers le contrat fédéral. Ce qu'ils auront uniquement à la charge, c'est tout ce qui ne va pas être couvert par le contrat fédéral. Alors ça, c'est des choix des fédés, mais souvent, ça va être leurs biens personnels, leurs biens propres, ou les occupations autres, ou les véhicules, ou l'usage des véhicules personnels. Voilà. Mais leur responsabilité civile, tant qu'ils sont sous couvert de la fédération, est couvert par le contrat fédéral. Donc pas de contrat à prendre. Donc ça, c'est possible. Peut-être du coup, dernière question. Est-ce que tu as des conseils vraiment pratico-pratiques qui seraient en termes de régularité, du genre d'appeler de temps en temps son assureur? Parce que c'est vrai que là, moi, je viens d'y penser. En fait, moi, mon contrat, pour être très honnête, on l'a fait parce que c'était obligatoire. Je pense que j'ai jamais eu quelqu'un à l'appareil. Donc, en fait, j'ai pris le premier truc qui était écrit et peut-être le moins cher, mais peut-être pas. Ça, il faudrait vérifier. J'avoue, j'en sais rien. Parce qu'on est vraiment une petite association. On parlait de budget. Nous, on est vraiment à 2-3 000. Donc, voilà, on fait surtout des événements où c'est vrai que, comme tu le disais, Carl, au début, je partais du principe que si on était dans une salle et qu'il y avait un problème, à part si c'était de notre organisation, mais en fait, c'était aussi la salle qui était censée assurer, qui met à disposition des vigiles ou des trucs comme ça. Donc mais si vous occupez ponctuellement une salle pour une activité, normalement, en tant qu'occupant, l'association est responsable de ce qu'on appelle des risques locatifs. Incendie, dégâts des eaux, explosions. Okay. Sauf à ce que la collectivité, en général, ce sont des collectivités, ne vous fera pas de remarques, mais imaginons qu'il y a un gros incendie, son assureur, lui, il ne manquera pas d'aller chercher la personne qui sera occupante. Donc, on n'est jamais certain de ce qui peut se passer. Et voilà. Moi, mon conseil, c'est d'échanger régulièrement avec son assureur, mais surtout, alors l'assurance, oui, ça a un coût, mais c'est un prestataire de services particulier. Et quand on regarde au final combien ça coûte par rapport si on le ramène au budget, c'est pas ça qui va mettre en péril les fonds. 2,43% cette année des dépenses. Et ce que je voudrais dire par rapport, et plus l'association augmente, plus la part diminue. Oui. Voilà, il y a un minima, on ne peut pas descendre en dessous, mais plus le budget augmente, plus le poids de l'assurance, moi souvent, on est à 0,5, 0,6 pour des très grosses assauts. Alors quand on a des gros parcs de véhicules, alors après ça peut augmenter, mais on n'est pas dans des enjeux, c'est pas ça qui va mettre en péril les fonds. Donc oui, il faut faire attention, ça fait partie des budgets, c'est un budget collectif, c'est important d'y regarder. Par contre, il ne faut pas aller chercher le moins cher pour le moins cher, on risquerait de le payer au centuple. C'est juste ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le challenger sur les garanties, le service et le prix. Mais cherchez pas le moins cher pour le moins cher. Il va y avoir des trous de garantie et quand le pépin arrive, on le paye au centuple. C'est ça le conseil.
Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Stéphane de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions qui étaient quand même pas mal techniques pour ce nouvel épisode de Questions d'Asso, donc le podcast par et pour les assos. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Et si notre discussion a pu faire écho à des situations du coup techniques et complexes que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par email à l'adresse hello@questions au pluriel-asso.com. Donc de toute façon, vous allez retrouver dans la description de l'épisode. Donc, pour rappel, vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode. Et vous retrouverez toutes les informations, les liens et les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf, vous l'aurez compris, particulièrement celui-là. Et aujourd'hui, c'est Réa Simon de Synchrone TV qui était à la réalisation. La jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sound of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions d'Asso. Questions d'Asso. Le podcast par et pour les assos.